Bonjour et bienvenue à Urgence économique, votre émission d'analyse et de décryptage des enjeux et de l'actualité économique marocaine. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la thématique du poids, du rôle et de l'implication des Marocains résidant à l'étranger dans le développement économique du Royaume. Nous le ferons autour de 3 volets. Le premier sera d'ordre politico-juridique ou juridico-politique, on verra, et le deuxième d'ordre économique et entrepreneurial. Pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir Mohamed Al-Khouer. Mohamed Al-Khouer, bonjour. Rachida Chachi, bonjour. Alors, Mohamed Al-Khouer, vous êtes avocat d'affaires, inscrit au barreau de Paris et de Tétouan. Vous êtes également militant associatif, impliqué dans toutes les questions relatives à l'égalité citoyenne et des droits de l'homme. Et vous êtes également chroniqueur radio. C'est complet, exact. Ah, mais il manque quand même un élément important, d'ailleurs d'où en partie votre présence ici, parce qu'il y a la dimension juridique et il y a également la dimension de l'égalité citoyenne. Vous êtes également, en tant que franco-marocain, candidat aux législatives françaises 2022 pour la 9e circonscription, celle des Français à l'étranger. C'est tout à fait exact, vous êtes très bien renseigné, Rachid. Eh ben oui, effectivement. Alors, premièrement, l'année 2021 était une année très particulière, parce que c'est l'année qui va clôturer à peu près la parenthèse Covid, même si on y reviendra. Et les transferts des MRE, des Marocains résidant à l'étranger, qui ont un rôle important, notamment pour alimenter les réserves de change, qui demeurent le talon d'Achille de l'économie marocaine, du fait des déficits de la balance commerciale, eh bien, ils ont atteint un pic contre bon nombre d'attentes et d'analyses de plusieurs experts. Les Marocains résidant à l'étranger continuent d'être attachés au Royaume, continuent de transférer leur argent. Mais le problème, c'est qu'il leur manque un droit fondamental, qui est le droit de vote aux législatives marocaines. Alors, comment comprendre cette privation de droit qui est consacrée par la Constitution marocaine depuis 2011, tout en leur offrant effectivement un accompagnement et un accueil des plus chaleureux chaque année, notamment à travers l'opération Marhaba, qui a chaque année une réussite importante. Comment expliquer le paradoxe dans le traitement que l'État marocain a vis-à-vis des Marocains résidant à l'étranger? C'est effectivement ça, c'est un paradoxe, il est assez difficile à comprendre, puisqu'on a des citoyens marocains résidant à l'étranger. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on ne parle pas en France de français à l'étranger, mais de français de l'étranger, ce qui met en place une distanciation très importante. Parenthèse. Donc terminée. Le meilleur, pour comprendre, c'est le A plutôt que 2. Exactement, et ce qui montre bien justement cet attachement et la manière dont on considère qu'il y a un lien, un cordon ombilical qui reste malgré tout avec ces Marocains à l'étranger. Il faudrait que du côté des Français à l'étranger, on fasse justement la même chose et qu'on garde ce cordon ombilical. Et vous l'avez évoqué, ce cordon ombilical, il fonctionne plutôt bien. On voit depuis des années cette opération Marhaba, on voit les conditions spécifiques qui sont données aux Marocains résidents à l'étranger quand ils reviennent, quand ils s'installent pour traiter un certain nombre de démarches. Là, on a effectivement ce cordon qui est réel, qui est fort, qui existe. Et les Marocains résidents à l'étranger ne sont pas des ingrats, parce qu'eux non plus n'oublient pas leur pays d'origine, ou leur pays de cœur, ou le pays de leur famille, ou le pays de leur seconde nationalité, ou de leur première, peu importe. Ce lien-là existe, et donc c'est ce que vous avez évoqué avec ces transferts très significatifs, qui sont du jamais vu. Vous l'évoquiez, de l'ordre de 10 milliards d'euros, 100 milliards de dirhams, ce qui est très très important et ce qui est inhabituel, puisqu'on avait déjà des transferts massifs et importants, mais plutôt autour de 5 milliards, 6 milliards d'euros, 60 milliards de dirhams. Et on s'attendait tous, en tout cas moi de manière très rationnelle, je me suis dit, il y a le Covid, il y a toutes ces restrictions, il y a toutes ces difficultés, il y a l'impact sur les populations marocaines où qu'elles vivent. Tout à fait. Cet impact, il y en a qui ont perdu leur emploi. Tout à fait. Donc normalement et logiquement, on s'attendait à ce que cet impact aboutisse à une réduction à la baisse de ces transferts. Et c'est exactement le contraire qui s'est passé, puisque non seulement il y a eu une hausse, mais ça a quasiment doublé. Donc ce qui est quand même particulièrement remarquable. Une augmentation d'environ 40% par voilà, rapport 40%, à 2020. Vous me connaissez, les chiffres, je suis plutôt un homme de lettres et de droit. Heureusement que je suis là. Vous êtes toujours très utile, vous savez. Et donc on approche justement à peu près de ces 40-50%, ce qui est quand même très important, très significatif. Et dans ce cadre-là, on voit des Marocains résidant à l'étranger qui gardent le lien avec la mère patrie, qui y investissent, qui aident leur famille, qui aident l'État marocain. Et donc effectivement, à l'aune de ces éléments, on doit s'attendre à ce qu'il y ait une sorte en tout cas de réciprocité ou de reconnaissance en quelque sorte. Et cette reconnaissance, elle existe puisque vous avez évoqué ces différentes opérations, mais on peut surtout, au plan du droit, citer la Constitution. Et cette Constitution prévoit très bien et précisément que les Marocains résidant à l'étranger sont des citoyens marocains à part entière, avec les mêmes droits et les mêmes devoirs que les Marocains résidant sur le territoire du Royaume. Et cette Constitution, notamment s'agissant du droit de vote, qui est le droit politique premier, le droit politique essentiel, fondamental,
Ce droit est reconnu aux Marocains résidant à l'étranger par la Constitution, et ça c'est formel, c'est écrit noir sur blanc, c'est incontestable, indiscutable, puisque cette Constitution a fait l'objet d'un référendum et d'un vote, oui complètement, on est je crois à 97 ou 98%. Vous me corrigerez peut-être si le chiffre n'est pas tout à fait exact, mais en tout cas, c'est l'ordre de grandeur. Après, je crois qu'il faut qu'il y ait une loi organique, une déclinaison. On ne peut pas uniquement partir de la Constitution. Donc, il y a un travail législatif à faire. On pourrait, rien n'empêche. La Constitution existe, mais la déclinaison, quand on décline un principe constitutionnel, on le décline pour le mettre en œuvre. On ne le décline pas pour l'anéantir ou le réduire à peau de chagrin. Donc, la démarche, elle est celle-là. On a un texte constitutionnel très clair qui garantit aux Marocains résidant à l'étranger la pleine citoyenneté politique et donc le droit de vote. Ce qu'on a constaté, c'est que depuis cette Constitution de 2011, on a eu 3 élections législatives, on a eu 3 élections au niveau des régions et des municipalités, et sur ces élections législatives, les grands absents sont les Marocains résidant à l'étranger, puisqu'on ne leur a pas permis réellement de voter, et le droit de vote de ces Marocains à l'étranger n'a pas pu être mis en œuvre de manière effective. Il est difficile de comprendre est-ce que les blocages sont d'ordre matériel, logistique, mais je ne pense pas, puisque pour la Constitution de 2011, les Marocains avaient pu voter où qu'ils soient. Donc si on a pu le faire une fois, on peut le faire 2 fois, 3 fois. D'autant plus que ce n'est pas chaque année. En fait. Et en plus, ce n'est pas chaque année, c'est avec une périodicité quinquennale, donc tout cela est tout à fait faisable. Donc je ne pense pas que la problématique soit logistique. Alors, il y avait une petite lueur d'espoir juste avant les législatives, où le parti arrivé premier, le RNI, avait fait une tournée en France, où il avait rencontré les MRE. On s'est dit que peut-être c'était un prélude à un droit de vote qui va enfin être effectif, mais finalement non. C'est ce que d'aucuns ont pensé. Gouvernement de le rendre effectif. Peut-on espérer ou je pense, figure en bas des priorités je pense, puisqu'on a malgré tout une situation assez claire avec la plupart des partis politiques marocains qui sont maintenant structurés de manière à avoir des fédérations des Marocains à l'étranger. Ces fédérations poussent, elles, pour le droit de vote effectif. Donc je pense que ça devrait se produire incessamment sous peu. Et j'espère dans le cadre de cette législature. De toute façon, si ça ne devait pas se produire, on a maintenant une Cour constitutionnelle qui est en place. On a cette exception d'inconstitutionnalité qui va être mise en place. Pourriez-vous l'expliquer rapidement pour les spectateurs? Oui, bien sûr. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, ce sont des mécanismes très importants qui permettent, quand un État ne respecte pas la Constitution, de pouvoir bloquer toutes les actions, les lois ou les textes qui sont pris par cet État en violation de la Constitution. Donc imaginons par exemple, on va faire un peu de prospective, nous sommes début 2026, on met en place la loi qui va organiser les élections législatives de 2026 au Maroc, et cette loi ne laisse pas de place pour les Marocains résidant à l'étranger. On pourrait imaginer que des collectifs puissent se saisir de ce texte-là et sur la base de la Constitution expliquer que c'est inapplicable, en ce sens qu'un droit fondamental n'est pas respecté. On pourrait imaginer des citoyens marocains résidant à l'étranger se présenter pour voter, qu'on les empêche de voter et qu'ils utilisent ce mécanisme éventuellement pour faire annuler ces élections. On peut imaginer au plan juridique et judiciaire beaucoup de démarches et beaucoup d'axes. J'espère malgré tout qu'on n'aura pas à le faire. À y recourir, effectivement. Voilà, et que spontanément, nos institutions au Maroc, le gouvernement en place au Maroc, se décident à appliquer purement et simplement cette Constitution et les modalités de vote qu'elle prévoit pour les Marocains résidant à l'étranger. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait envisageable. Et donc on a un peu cette situation très particulière quand on compare les Marocains et la situation des Marocains résidant à l'étranger et des Français à l'étranger, avec pour les Marocains l'absence de droits politiques, puisqu'ils ne peuvent pas voter, mais des droits économiques et sociaux qui sont beaucoup mieux traités, beaucoup mieux considérés. Cette opération Marhaba, si vous vous souvenez bien, l'année dernière, Sa Majesté avait organisé, à travers la Compagnie nationale Royal Air Maroc, les modalités pour un retour au sein de la mère patrie beaucoup plus simple pour les Marocains résidant à l'étranger, avec des tarifs tout à fait acceptables pour tous et pour les familles notamment. Donc là, on a une prise en compte de ces dimensions économiques et sociales qui sont une prise en compte qui est très forte. Par contre, on a une quasi-absence de prise en compte de cette dimension politique par le gouvernement, puisque c'est lui qui est chargé de mettre en œuvre cette Constitution. À l'inverse, ou à rebours, du côté des Français à l'étranger, les droits politiques existent. Et vous évoquiez tout à l'heure cette élection des élections législatives pour les Français à l'étranger. Il y a ces votes. Les citoyens français à l'étranger peuvent voter pour des députés, peuvent voter pour des élus locaux, les conseillers des Français de l'étranger qui les représentent. Donc on va dire que les droits politiques sont à peu près en place. Il y a eu depuis pas mal de temps aussi une Assemblée des Français de l'étranger. Donc politiquement, les choses sont relativement bien mises en place. Par contre, sur les droits économiques et sociaux, là, ça devient catastrophique, où il y a énormément de problèmes, énormément de défaillances.
et des défaillances qui sont un peu à l'image de celles qu'on connaît au Maroc, puisque les textes existent, Mais ce la sont mise des en droits pratique, fondamentaux qui sont garantis, qui sont dans la Constitution ou dans d'autres textes d'importance, mais leur mise en œuvre pratique, effective, quotidienne, n'existe pas. Ou bien ils s'arrêtent aux frontières, ou bien ils demeurent inscrits sur des pages blanches, mais ne connaissent pas une matérialisation au niveau du réel. C'est ça, totalement. Et donc c'est pour ça qu'on a ce hiatus entre d'un côté des droits politiques et sociaux réels, mais des droits politiques réels, mais pas de droits économiques et sociaux. Là, on parle des Français à l'étranger. Pour les Marocains à l'étranger, résidant à l'étranger, il n'y a pas de droits politiques, mais il y a des droits économiques et sociaux. Donc il faudrait peut-être arriver à mixer les deux, d'avoir la totalité des droits. D'autant plus que les uns peuvent être de part et d'autre à tour de rôle. Parce qu'un binational marocain, non mais je veux dire un binational, un maroco-français, quand il arrive au Maroc, il est considéré en même temps comme un Français de l'étranger ou à l'étranger, mais en même temps comme un Marocain résidant au Maroc. C'est ça. Donc en fait, les deux problématiques sont fondamentalement imbriquées, d'autant plus que la plupart des MRE en Europe résident en France. C'est le pays numéro 1 qui arrive en termes de captation des MRE, puis il y a la Belgique, l'Italie, l'Espagne, mais c'est la France qui est le numéro 1. Alors, moi, ce qui m'intrigue, c'est qu'on parle de 3 parlements qui sont succédés depuis 2011. Et les partis politiques, normalement, devraient voir les MRE comme étant un réservoir électoral important. Vu le taux d'abstention en interne au Maroc et vu l'importance du niveau d'activité et d'implication dans les affaires immédiates, parce qu'il y a beaucoup de maires d'origine marocaine en Europe, de grandes villes notamment, il y a également des députés en Belgique, en France, un peu partout d'origine marocaine. Alors pourquoi ne pas chercher à capter cette énergie politique et ce vitalisme politique des MRE en Europe, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient, un peu partout, afin de les attirer vers, de les impliquer dans la réalité politique marocaine. Donc en fait, les partis politiques marocains ont tout intérêt à militer pour le faire. Totalement, et vous l'évoquez, il y a même des ministres d'origine marocaine, au-delà de députés ou de maires. Il y en a eu beaucoup, on en a eu même beaucoup, en France. En France, en Belgique. Rachida Dati, Najat Vallaud-Belkacem. C'est ça, en Belgique et même ailleurs. Donc on a une communauté qui est très active, qui est très dynamique à l'étranger. Ça peut être effectivement très utile pour les partis politiques marocains, mais aussi pour l'État marocain. D'autant plus que plus d'un quart des MRE a un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc la stratification éducative des MRE est infiniment, je veux dire, meilleure que la stratification éducative au Maroc. Tout à fait. Justement, les pays qui ont pu se développer rapidement et qui sont des pays jeunes, on va dire, en termes d'indépendance, etc., ces pays-là l'ont fait la plupart du temps grâce à leur diaspora. Et grâce à l'apport que cette diaspora pouvait apporter, parce que justement installés dans des pays peut-être plus avancés technologiquement, avec une expertise, un savoir-faire plus intéressant. Donc il n'y a pas que l'argent, il y a également un savoir-faire, la technologie. Exactement. Et les Marocains résidant à l'étranger, au-delà d'envoyer leur argent, sont aussi, pour un certain nombre d'entre eux, et un nombre très important d'ailleurs, disposés à donner de leur personne, à partager leur expertise, à partager leurs connaissances, à partager leur réseau. Donc il y a effectivement là quelque chose qui est, moi, qui m'interpelle, puisque quand on voit ce réservoir, ce potentiel, on avait fait à l'époque cette marche verte pour l'intégrité territoriale, il nous faudrait une marche verte des compétences et de l'expertise pour amener vers nous... Joli comme image. Je vous ai dit, je suis un homme de lettres, pas de chiffres. Non, mais c'est votre côté poète, là. Vous lâchez. Oui, de temps en temps, de temps en temps. Et donc cette marche-là, ou cette sorte de marche verte des compétences, elle peut être très utile, très pertinente pour le pays. On en a besoin, on a besoin de se structurer au Maroc, d'encadrer. Ce sont des actions qui doivent être menées. Je sais que des démarches sont faites. C'est sans doute une question de temps pour qu'on puisse parvenir finalement à réaliser cette pleine citoyenneté pour ces Marocains à l'étranger. D'ailleurs, c'est une belle transition vers la dimension économique et entrepreneuriale, parce que quand j'évoquais tout à l'heure les 100 milliards de dirhams transférés vers le Maroc, le problème c'est qu'à peine 10% des 100 milliards, c'est-à-dire 10 milliards de dirhams, prennent la forme d'un investissement. La plupart des fonds, c'est pour aider les familles, et donc ça prend la forme de la consommation, pour aller en macroéconomie. Et parmi les 10 milliards qui prennent la forme d'investissement, 8 milliards vont vers l'immobilier, c'est-à-dire un secteur stérile en termes de valeur ajoutée globalement, il n'y a que 2 milliards qui vont vers le secteur productif. Alors comment l'expliquer? Donc on a une population globalement bien éduquée, c'est-à-dire un quart a un diplôme supérieur, et puis même la stratification descendant vers le bas demeure toujours supérieure à celle au Maroc. On a des capitaux et des fonds, et on a un lien culturel, mais également un lien géographique, parce que chaque été, beaucoup d'entre eux reviennent dans leur mère patrie. Mais comment expliquer? Est-ce qu'il y a des obstacles d'ordre administratif? Est-ce qu'il y a un manque de confiance? Parce qu'il y a également des questions de spoliation de maisons, de terrains, etc. Ou peut-être un manque d'incitation de la part de l'État marocain. Et malgré tous les efforts faits, peut-être qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Tout à fait. Il y a effectivement, il me semble,
puisqu'il y a ces investissements que vous évoquez, l'immobilier, de solidarité, qui sont très importants. Mais cette partie investissement productif, elle est effectivement un peu plus réduite ou un peu plus limitée. Et à peine 2 milliards. Voilà, mais 100 milliards. C'est 2%. C'est effectivement très bas. Et 100 milliards, c'est 10% du PIB à peu près. C'est ça. Mais la bonne manière de l'aborder, c'est de se dire qu'il y a un chantier phénoménal. Et donc un potentiel exceptionnel. Oui. D'où cette marche verte des compétences. On a la possibilité d'aller chercher du côté marocain toute cette expertise, cette compétence, cette possibilité d'investissement. Mais pour ça, il faut effectivement préparer un réceptacle cohérent pour pouvoir accueillir ces Marocains résidant à l'étranger. Et on doit pour cela améliorer les choses. Il y a des thématiques à faciliter, ne serait-ce qu'en termes d'installation, des choses très concrètes. Vous savez, quand vous êtes Marocain à l'étranger, vous avez votre voiture, vous l'utilisez, vous êtes en France, vous voulez venir au Maroc vous installer, développer une entreprise. C'est très compliqué simplement d'amener votre voiture et de l'utiliser ici. Donc il y a des barrières triviales, c'est des barrières, mais c'est souvent que ça. Qui découragent et dégoûtent des fois les gens. C'est exactement ça, puisque si vous dites, bon, je vais lancer un investissement, créer ma petite PME ou ma TPE, créer tel ou tel, offrir tel ou tel service, mais que pour ça, vous dites, j'ai ma voiture, je n'ai pas besoin d'en racheter une autre, je pourrais l'utiliser sur place. Vous dites, non, c'est pas aussi simple, vous ne pouvez pas venir, vous ne pouvez pas la laisser, vous devez payer des droits de douane qui sont beaucoup trop élevés. Vous n'aviez, pas prévu dans votre plan de financement ou dans votre projet qu'il fallait 30 000 euros ou 20 000 euros pour acheter une voiture. Ce sont des choses aussi pragmatiques que ça. Hein. Et c'est ces questions-là qu'il faut arriver à traiter en enlevant tous ces frottements et qui sont des obstacles à l'investissement. Il y a cette question aussi de l'accompagnement. On fait beaucoup de choses au Maroc pour promouvoir l'export. On fait beaucoup de choses aussi pour promouvoir des investissements, mais de très gros investissements. Et ça marche plutôt bien, on a vu, on connaît les multiples réussites de ces investissements très importants de multinationales. D'Europe principalement, voilà. Mais également du Moyen-Orient. Mais en réalité, ces petits investissements, ce small business, comme le disent nos amis anglo-saxons, ce small business et la nécessité aussi ici au Maroc d'avoir un Small Business Act, ça peut permettre de générer encore plus pour les PME, les PMI. Oui, c'est ça, l'essentiel du tissu économique marocain, c'est à 98% des TPE et des PME. La classe moyenne, et la France, elle est le fondement de la stabilité politique, mais également le moteur de l'économie. Celle qui consomme, qui épargne, qui prend des risques. C'est ça, c'est à cette classe moyenne qu'il faut s'adresser. Et on a maintenant, avec la digitalisation, le moyen d'améliorer les choses, de les simplifier. On a sur ces frottements administratifs que j'évoquais, ces questions douanières, ces questions de fiscalité, ces questions de transfert de fonds qui sont faciles dans un sens, pas très compliquées dans l'autre, mais il faut une petite expertise pour être protégé de manière suffisante. Donc, pour moi, il faudrait justement ce Small Business Déjà, Act. Ça permettrait de libérer un peu les énergies et d'encourager les gens à venir. Mais après, il y a des problèmes plus structurels, comme la question de la corruption, comme la question du manque de méritocratie, parce que je connais, en tout cas personnellement, je pense que tout le monde connaît des Marocains résidant à l'étranger qui ont décidé de revenir au Maroc pour investir et qui, au bout de 6 mois, ont été totalement dégoûtés parce qu'ils ont évolué dans un environnement qu'ils croyaient accueillant, chaleureux, qu'il l'est réellement. Mais du point de vue des affaires et des différents tracas sur le terrain, ils sont confrontés encore à un schéma de corruption, de réseautage, de clientélisme. De manière, incontestablement, il y a tous ces obstacles. Disons que déjà les Marocains en Maroc en sont victimes. C'est ça. Voilà, je veux dire, là, c'est disons qu'on est mieux armé culturellement. Voilà, on va dire que ce n'est pas un mauvais sort qui est fait spécifiquement aux Marocains résidant à l'étranger, c'est que ça s'applique à tout le monde. Voilà, mais pour eux, c'est un choc culturel, davantage que pour nous. Exactement, ils ne s'attendent pas à ça. Donc c'est justement pour ça qu'on doit développer cet accompagnement, ces facilitations des procédures administratives, et puis avancer toutes ces réformes de fond, que sont notamment cette réforme de la justice, en matière de lutte contre la corruption. Il y a énormément de sujets à faire, mais ça, c'est dans le nouveau modèle de développement. Ces actions-là sont prévues. Est-ce qu'elles vont être menées concrètement, réalisées sur le terrain? Est-ce que ce plan national pour le développement va réellement prendre corps et être quelque chose et va être la colonne vertébrale de ces changements? Très bien. Et là, ils profiteront à tous, que ce soit Marocains résidant à l'étranger venant investir au Royaume ou des Marocains résidant au Maroc. Donc ça, effectivement, il y a cette problématique fondamentale qui doit être traitée, et c'est plus globalement le fonctionnement de l'administration, où on doit changer de paradigme et avoir une administration au service du citoyen, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, et puis par ailleurs même au service de l'étranger qui souhaite investir au Maroc ou qui souhaite y travailler, ou simplement venir pour y vivre, être en villégiature ici. Cette transformation de l'administration, à mon avis, elle est fondamentale. Et c'est elle qui va régler la plupart de ces difficultés. Il faut qu'on arrive à effacer tous ces tracas administratifs, toutes ces problématiques, tous ces obstacles et ces restrictions à l'investissement. On l'a vu par exemple pour les médecins. Le Maroc manque cruellement de médecins.
on ne pouvait pas, en tant que médecin étranger, venir s'installer au Maroc. C'était très problématique jusqu'à récemment. Problème d'équivalence de diplôme au niveau des spécialités Même pas, non, c'est un problème plus général. On était dans une logique de protection du marché local. Et de préférence nationale. En quelque sorte. Mais même pas, puisque vous pouviez avoir des Marocains, des médecins marocains diplômés d'universités étrangères qui rencontraient les mêmes difficultés. Donc là, c'était une logique, on va dire, même si ce n'est pas censé s'appliquer à la santé, d'économie de rente et de protection très basique. On a cassé cette règle. Maintenant, les médecins peuvent venir et il y en a beaucoup qui viennent. Il y a une installation. Même de pays étrangers, du Sénégal, de tous les pays. Nationalités étrangères. Oui, exactement. Mais c'est ça l'intérêt, c'est que ça se développe. Il y a sans doute à faire la même chose pour les avocats et pour un certain nombre d'autres secteurs. Et si justement, donc de sortir du corporatisme et de la rente. Sortir du corporatisme, sortir de la rente, sortir de. Les intérêts particuliers, c'est important, mais les intérêts particuliers doivent toujours être subordonnés à l'intérêt général. En tout cas, coïncider. L'optimal serait de coïncider avec l'intérêt général. On n'y arrivera pas toujours, mais si on arrive à les faire coïncider, c'est parfait. Si on n'arrive pas et qu'on doit choisir entre l'un et l'autre, on doit toujours choisir l'intérêt général. Et donc, on doit avoir à chaque fois des textes et un fonctionnement administratif qui aille vers l'intérêt général. Et c'est ça qui permettra justement de rendre la situation plus simple, parce que quand vous venez investir, il ne doit pas y avoir de thématiques culturelles ou de chocs culturels ou de règles non dites ou non écrites. Les choses doivent être transparentes, doivent être claires. On doit savoir ce à quoi on s'attend, ce à quoi on s'expose, et on décide de prendre le risque ou pas, d'investir ou pas. Et c'est ce cadre-là qui doit être posé, et les jalons de ce cadre arrivent. J'espère tout comme vous que ce sera fait très rapidement, et éventuellement dans le cadre du gouvernement actuel, dont on a vu que certaines initiatives étaient intéressantes, d'autres un peu moins. On va voir on va leur laisser le temps d'agir et de prendre des mesures. Donc on peut espérer en tout cas qu'une nouvelle politique d'accompagnement des MRE en vue d'investir au Maroc pourrait devenir l'un des fers de lance de la lutte notamment contre la corruption, mais également pour plus de transparence et de facilitation des démarches administratives par le digital. Ça peut être l'un des fers de lance, parce qu'on ne fait pas une politique que pour les MRE, mais pour tous les Marocains. Mais ça devrait être un moteur parmi tant d'autres. Tout à fait. Alors, une dernière question d'ordre scientifique. En rapport avec les MRE, parce qu'il paraît que, je mets entre guillemets, que le Covid-19 a connu une mutation qui en a fait un virus aérien. Parce que les MRE qui voudraient venir au Maroc peuvent venir par voie maritime sans que l'on exige un pass vaccinal, parce qu'il, je sais pas, il a le mal de mer, mais par avion, ils ne peuvent pas. Donc là encore, on parlait tout à l'heure de frottement, de petits obstacles. De cohérence. Totalement triviaux, la voiture qu'on ne peut pas. Mais là encore, je veux dire, comment l'expliquer? Je veux dire, par avion, un pass, par bateau, pas de pass, alors qu'il y a des Marocains étrangers qui n'ont que 2 doses, ou bien qui n'ont qu'une dose, ou bien qui n'ont pas été vaccinés, mais qui aiment le Maroc et qui sont dégoûtés de ne pas pouvoir venir. Ah, totalement. Alors c'est inexplicable. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question-là. Malheureusement, j'aimerais en avoir une, je ne l'ai pas. Ce qu'on peut considérer, c'est qu'effectivement, là, la conséquence, elle est plutôt liée à un décalage dans le temps. Puisque l'aérien a été réouvert, et on l'a réouvert sous condition du pass vaccinal. Le maritime, comme vous le savez, a été bloqué très longtemps. Et quand le maritime a été rouvert, on a appliqué les nouvelles règles correspondant. Il y a quand même un minimum de cohérence à avoir. On est tout à fait d'accord. J'essaie simplement d'expliquer quelque chose que je ne comprends pas. J'imagine que les normes ayant été produites à des périodes différentes, à l'époque, on a appliqué cette norme. Mais la logique aurait voulu que justement, si au moment où on libère la frontière maritime et qu'on se dit que par voie maritime, il n'y a pas besoin de passe, dans ces cas-là, on aurait dû l'appliquer partout et avoir une règle générale. Donc il y a un autre problème à régler, celui de l'anachronisme administratif et politique. Mais tout le sujet est là, c'est que des fois on a des règles administratives tout à fait aberrantes dont on ne comprend même plus la rationalité. Tout à fait, parce que peut-être qu'elle correspondait à une époque, à une logique donnée, mais la société a changé, le Maroc a changé, mais les lois demeurent, certaines lois en tout cas, demeurent toujours les mêmes et deviennent des fardeaux et des obstacles davantage que des lois qui protègent. Tout à fait, et là on est même dans un cas un peu plus spécifique, ce n'est même pas des lois, ce sont des pratiques administratives. Et comme l'institution qui gère le transport aérien n'est pas la même que celle qui gère le transport maritime. Oui, mais l'état d'urgence est quand même régi par l'exécutif. Il y a un chèque en blanc qui a été donné par le Parlement au moment de la crise, au mois de mars 2020, à l'exécutif. Et donc, au moment, c'est à l'exécutif d'harmoniser, de prendre des décisions. Donc là, on est... Ah non, mais moi, je vous rejoins tout à fait là-dessus. Mais la réalité semble fonctionner de manière un peu différente. On a un chef du gouvernement, donc il est effectivement censé s'assurer de la cohérence. On a, je crois, même un ministre chargé de la cohérence des politiques publiques. Oui, donc ça serait bien de se pencher sur la question. Donc ça, c'est une chose. Mais vous voyez, c'est ça qui est un peu dommageable et à certains égards dramatique. Ce sont des choses très simples.
Mais c'est un impact énorme, puisque vous allez avoir des gens qui vont se dire non, on ne va pas y aller, puisqu'il faut nécessairement un pass vaccinal ou telle problématique. Peut-être qu'ils iront ailleurs, en Turquie, on perdra effectivement des devises. Et c'est aussi un des sujets pour le secteur de l'industrie touristique, c'est problématique, puisque ce sont tous ces frottements dont on parlait tout à l'heure. Et on a un certain nombre de frottements qui sont justifiés par des considérations importantes liées à l'intérêt général, la santé et autres, on peut le comprendre. Dans ces cas-là, ça va. Mais quand ces frottements-là ne sont pas justifiés par l'intérêt général... D'ailleurs, des fois, ni par l'intérêt particulier, c'est tout simplement des fois des incohérences produites d'un anachronisme. Exactement, il peut y avoir des incohérences tout à fait basiques, ou ça peut être la protection d'intérêts particuliers. Ça, c'est problématique. Et c'est ce sur quoi on doit agir. Autant pour les MRE que pour les Marocains résidant au Maroc. Il faut le rappeler à chaque fois, on est tous les deux à bord du même bateau. Exactement, on ne fait pas de distinction, quel que soit l'endroit où vous vivez, de toute façon. Vous êtes citoyen marocain ou citoyen français, vous avez les mêmes droits, vous avez les mêmes devoirs, et vous faites partie de communautés nationales et de communautés d'intérêt qui visent les mêmes objectifs. Et ces objectifs-là prospérité, le développement, l'égalité. Voilà. Et cet intérêt général. Et puis même, on peut aller même au-delà de ça, puisqu'on a aussi ces deux communautés marocaines et françaises qui ont des intérêts très importants communs. Et la possibilité ensemble de faire beaucoup de choses. De part et d'autre, tout à fait. De part et d'autre, et dans les deux sens, que ce soit en Afrique ou en Europe. En tout cas, merci infiniment, Mohamed Al-Khouer, je vous en prie. D'avoir accepté notre invitation. Et on remercie tous les spectateurs et spectatrices d'avoir suivi ce nouvel épisode. Et on vous donne rendez-vous le lundi prochain, comme d'habitude, à midi sur fnh.ma.